Bijour, Coco, c'est non. Oasis. Dès le tournage des Trois Frères, les inconnus souhaitent écrire, réaliser et interpréter les Rois Mages. En témoigne cette scène de fin de film où l'un de nos personnages est surnommé Balthazar. Mais une clause de contrat concernant la production de 2 autres films après les Trois Frères va poser un litige entre les inconnus et leur producteur emblématique Paul Lederman. Les Trois Frères ayant cartonné au-delà des espérances avec 7 millions d'entrées en salle et le César du meilleur premier film, Didier Bourdon pensait que cette clause n'avait de sens qu'en cas d'échec des Trois Frères, afin d'avoir 2 opportunités pour le producteur de se rattraper financièrement. C'est ainsi qu'en se lançant avec uniquement Claude Berry pour leur prochain projet, Le Pari, et sans consulter Lederman ne serait-ce que pour coproduire le film, le producteur exige sa part des recettes et il leur interdira d'apparaître ensemble ou d'utiliser le nom des inconnus pour leur prochain projet. Ainsi nous avons vu Le Pari sans la présence de Pascal Légitimus. Excepté sur un plan que je vous rappelle, le voici. Du champagne. Moi aussi, s'il vous plaît, monsieur, prends une coupe. Monsieur, une coupe. Prends une coupe. Monsieur, une Donc officiellement, ni le téléphone sonne toujours 2 fois, ni Le Pari, et encore moins l'extraterrestre ne sont des films des inconnus. On l'a déjà dit sur toutes les vidéos que j'ai faites sur les inconnus, l'extraterrestre, Didier Bourdon ne l'a pas écrit. Il l'a réalisé en tant que réalisateur à part entière et il a souhaité avoir Bernard Campan en tant qu'acteur pour son film, mais ça n'est pas un film des inconnus. Fou quand même, hein. J'imaginais vraiment pas ça. Je sais pas, je pensais que ce serait quelque chose de beau, d'extraordinaire, je sais pas moi, qui se transforme à volonté. Viens, frère un peu débile. Si nul que ça. Vous êtes pas nul. Vous êtes en retard. Florinda, Android. Il vient dire bonjour. Allez, Florinda, obéir à son maître. J'ai pas du tout envie d'être une extraterrestre. Vous êtes une terrestre extra. Pourtant, dans l'opinion publique, ils le sont tous. Pourtant, il n'en existe que réellement 3. Les Trois Frères, les Rois Mages et les Trois Frères le Retour. Il y en a 2 sur les 3, c'est loin d'être leur meilleur. Hein. Mais après l'extraterrestre, alors que le scénario des Rois Mages était prêt, le litige avec Paul Lederman prend fin. Un compromis est trouvé et il s'engage à coproduire le film encore une fois avec Claude Berry, comme pour les Trois Frères, et le tournage des Rois Mages peut donc commencer en mars 2001 pour une sortie prévue en décembre. Les Rois Mages, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes partis pour les Rois Mages. Assez peu d'anecdotes de tournage sont disponibles sur les Rois Mages. Et j'en suis désolé. Bien qu'un making-of d'une demi-heure soit disponible sur le bonus du DVD, mais mis à part la présence de l'équipe au Maroc pour les scènes d'introduction et de fin du film, mis à part les trucages nécessaires aux effets visuels, au morphing, aux téléportations autour de nos personnages, qui au final je trouve rendent très bien à l'écran, même si elles ne sont pas toujours très utiles, comme l'illusion de leur transformation en animal devant Macha, qui est réellement pas si mal fait que ça, surtout pour l'époque, mais encore aujourd'hui, mais à mon sens totalement inutile. Ce qui me fait penser que si on considère Le Pari comme étant un film des inconnus, il y a eu une réelle volonté de mettre des moyens sur la table pour obtenir un résultat satisfaisant par rapport à la corpulence de leur corps, à Didier et Bernard, vers la fin du film Le Pari dans les scènes de Thalasso. Ils ont été à Londres pour pouvoir avoir une équipe qui sache faire des moulages et des effets aussi pour superposer la tête de corps qui n'étaient pas le leur. Et pour l'extraterrestre, il y avait forcément aussi besoin d'effets spéciaux, voire d'effets spatiaux. Merci. Et sur les Rois Mages, une étape de plus a été franchie, car il y a beaucoup d'effets visuels dans le film, à l'image des visiteurs. Les lieux de tournage choisis par les inconnus pour le film ne sont pas anodins non plus, ne serait-ce que pour les scènes de métro, à 2 reprises dans le film, qui ont nécessité des autorisations difficiles à obtenir, ou dans les différents lieux de départ ou d'arrivée de transport, que ce soit les gares ou les aéroports, avec beaucoup de public et de foule à gérer, qui parfois étaient spectateurs des prises. On le voit notamment ici, lieux qui ne sont donc pas choisis au hasard, tels que les stations Bonne Nouvelle ou Charles de Gaulle Étoile, qui font écho à la quête de nos 3 personnages de trouver Jésus, guidé par des signes. Autant le dire tout de suite, guidé complètement par le hasard. Mais le hasard n'existe pas. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets. Admettons. Tout comme ils le feront dans Les Trois Frères le Retour 12 ans plus tard, le trio souhaite confier le premier rôle féminin du film à une parfaite débutante, Virginie de Closade, qui continuera sa carrière plutôt à la télévision jusqu'en 2013
et qui est devenue écrivain depuis. Elle a été choisie parmi les comédiennes plus expérimentées de par son côté naturel, assez désinvolte, qui collera au personnage de Masha, tout comme Walid Afkir, Jo dans le film, dont c'est le premier rôle important et la deuxième expérience au cinéma seulement. Walid Afkir qu'on reverra dans d'autres films, d'autres téléfilms et même des séries, notamment Lupin dans la saison 3, mais l'une des choses que je n'apprécie pas dans ses rois mages, ce sont ses seconds rôles que je trouve assez survolés, voire même expédiés, on en parlera dans la partie critique. Le scénario des rois mages écrit par Didier Bourdon et Bernard Campan est un prétexte afin de proposer des reprises de certains de leurs sketchs, et également une opportunité comique de jouer sur des décalages temporels, mais également culturels, afin d'avoir du recul sur les bons technologiques de notre époque, vu de par des yeux émerveillés de nos trois personnages qui les découvrent. Certains personnages du film sont également des quasi-réincarnations, ou en tout cas des versions modernes, d'emblématiques personnalités religieuses. Masha étant une version moderne de Marie, Jo étant une référence à Joseph, ou encore le producteur de télévision Oder, qui est une réincarnation moderne de Hérode, dont le prénom est l'acronyme. Cela sera également un prétexte afin d'avoir un point de vue sur notre société. Femme, saurais-tu où se trouve un certain monsieur propre? Parfois erroné de par la naïveté des personnages, estimant par exemple qu'il est facile d'acquérir de l'argent à cette époque. Chez ce peuple, l'argent est facile à obtenir. Le jeu le plus innocent en rapporte suffisamment pour nourrir une famille. Assurément, la pauvreté est inconnue ici. Évidemment, il n'en est rien. Mais c'est un moyen d'avoir une lecture de la société où on se dit « bah non, il se trompe, en tout cas, il voit mal ». Et ce positivisme de voir le bon en l'humain amène des décalages assez intéressants. Voilà de quoi te dédommager. Et largement. Bon, les prolos, on rentre pas dans l'établissement de luxe sans les thunes, hein. C'est ce qui permet dans le film d'avoir à nouveau une lecture de la société. Ce qui est le cas dans chaque film des inconnus, que ce soit le Paris ou même l'extraterrestre. C'est parce que vous vivez à l'âge de pierre, vous pensez que personne ne peut venir d'une autre galaxie? Vous croyez qu'on débarque pour le plaisir sur votre planète sale, polluée, archaïque? Attention, je veux bien être gentil, mais attention, hein, je veux bien être gentil, mais on est quand même chez nous, ici, les Français. On dégage, c'est pas les bougnoules qui vont faire la loi ici, non? Bougnoul, ça veut dire quoi ça? Bougnoul? Oui, je suis bougnoul. Si on considère que ce sont des films des inconnus, ce qui est pas évident. On va développer ça dans la partie critique qui arrive tout de suite, car honnêtement, il n'y a pas d'autres anecdotes, il n'y a même pas du tout d'anecdotes intéressantes à vous dire sur ce film. Mis à part vous dire que ça a été tourné dans le désert marocain au niveau de l'intro et de la fin et que du coup il faisait super chaud. Waouh, super! On est content de l'apprendre. Qu'il y a pas mal de bêtisiers et de fous rires dans le film, qu'on voit d'ailleurs dans le générique de fin, donc c'est même pas un scoop. Waouh, super! Ouhou, super! Claude Berry apparaît à un moment dans le film en caméo dans la rue, comme il était apparu dans Les Trois Frères. Si tu as rencontré cet homme, le Nazaréen... N'hésite pas à nous contacter à ce sujet. Bon, la caméra cachée, non, j'ai pas le temps. Caméra. Mais bon, on est content de l'apprendre. Ouhou! Waouh, super! Et puis le film a fait 2,4 millions d'entrées à la sortie, ce qui est décevant si on le compare aux Trois Frères, le dernier film où ils étaient tous les trois ensemble. Depuis, le producteur leur refait la gueule, il regrette de les avoir rencontrés, donc je ne sais pas ce qui s'est passé encore entre Les Rois Mages et aujourd'hui. Mais j'ai été tellement hypé à l'époque de les voir sur la même affiche, que j'ai acheté l'affiche, qui est moche. C'est l'affiche la plus moche du monde. Les trois mecs dans le métro c'est dégueulasse. Mais je l'avais achetée en taille réelle, elle devait être plus grande que moi aujourd'hui. Elle faisait la moitié de ma chambre. Mais c'est parce que j'étais content de revoir un film des inconnus et j'étais sûr que ce film allait cartonner. Mais pourtant, j'ai pas été le voir. Je l'ai vu qu'à la télé et j'ai été hyper déçu. Nous sommes les rois mages. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. Cette année, on va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Nous sommes simplement à la recherche de Jésus. Jésus, mon mari? Non, le petit Jésus. Il fallait pas revenir. Un problème? Si la maison n'accepte pas les chèques. Mais nous ne sommes pas chèques, nous sommes rois. Eh les clowns, Tito et Toti là. Votre numéro, vous le faites ailleurs. Bravo, il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Retrouver le petit Jésus. Oui. C'est pas gagné. Donc pas beaucoup d'anecdotes, je suis désolé pour aujourd'hui, mais on va prendre le temps de bien décortiquer le film. On est parti pour la critique. À chaque fois que j'analyse à froid les films des inconnus, j'en arrive au même constat. Je préfère Les Trois Frères au Paris, de loin. Je préfère le Paris à l'extraterrestre, de pas grand-chose. L'extraterrestre au roi mage, et si je préfère l'extraterrestre au roi mage, je persiste et je signe, et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Et je préfère les rois mages aux Trois Frères le retour. En gros, plus ils font de films, moins je les trouve bons. Mais quand je regarde les rois mages, je me dis à chaque fois que c'est pas si mal. En tout cas, le film démarre assez fort, et à chaque fois je me dis pareil, mais pourquoi je l'ai pas aimé la dernière fois? Il est génial ce film. Et
Et puis dans la deuxième partie du film, je comprends pourquoi. Et j'en ressors toujours déçu. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je l'ai vu 10 fois dans ma vie, et les 10 fois c'était pareil. Je suis d'abord emballé, je me souvenais pas que c'était aussi bien écrit, je suis séduit par le potentiel comique du film, par les dialogues complètement décalés et bons. Que dis-tu? 3500 francs. 174 Big Mac et 2 frites, as-tu perdu la raison? Il se passe quelque chose au niveau des dialogues toutes les 5 secondes, là ou avec les charlots que nous faisons en ce moment. Ce n'est que du visuel, mais toutes les 5 secondes aussi. Ici, chaque réplique fonctionne. Je vais vous en donner quelques exemples. Sans vouloir te troubler, pardonne-moi, Aurige, mais comment fais-tu pour faire avancer ton équipage sans l'aide d'aucun cheval? Femme, dis-moi, es-tu sûr que cette galère mouche va en Juder? On va faire du bateau. Allez tout le monde, on y va. Que l'Éternel te garde, John MacDonald. Me ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures? Sur place ou à emporter? Et toi, je devine que ton mari est absent ou défunt. Et que les caresses d'un homme te manquent. T'as tout compris, mon chéri. Non, mais ici, la maison n'accepte pas les chèques. Ah, mais nous ne sommes pas chèques, nous sommes rois. Et vous cessez de voler la thune des honnêtes gens, poufia. Puis-je solliciter une consultation avec ton maître? Pour les consultations, c'est à Sainte-Anne. Anne la prophétesse? Où puis-je la trouver? À mon avis, quelqu'un va pas tarder à vous y emmener. Faut donc descendre pour votre transit. Ah non, ne te soucie pas pour mon transit, servante. Je peux attendre un peu. Je dirai à Joe si jamais il y a un problème, je peux le trouver. T'as compris? Tant mieux, il sera ravi de te rendre service. J'ai le sentiment que la nature humaine s'est bonifiée avec le temps. Franchement, elles sont bonnes. Et même une réplique tout aussi insignifiante, je crois que c'est ma préférée celle-là, je trouve qu'elle est percutante, elle fonctionne bien. Regardez Bernard Campan dans cette simple scène, une phrase tout à fait anodine, mais il en fait quelque chose de génial. D'où provient cette mélopée douce? Le personnage de Bernard, c'est vraiment celui que je préfère dans le film. Il a vraiment quelque chose d'hyper naïf et d'hyper givré. En témoigne cette scène quand il fait les courses. Joe! La joie fait 1000 bonds dans mon cœur. Ah, tu as vu? Je suis givré. Ouais, j'ai remarqué, merci. Et même si le film est un prétexte à recycler certains de leurs sketchs, notamment le Père Noël à un moment donné, je trouve qu'ils sont très bien mis en valeur. Tu es le petit Papa Noël? C'est bien toi qui es descendu du ciel? Sinon, c'est le mec que tu vas recevoir où je pense. Je vais t'apprendre le respect, moi, espèce de... Ah, le petit garçon. On a vraiment 3 êtres candides qui sont émerveillés par notre époque, là où nous n'avons plus le recul pour réaliser les progrès et l'assistance technologique dont on bénéficie. Même s'ils ne voient pas qu'il y a toujours autant de pauvreté et autant de gens malheureux autour d'eux, mais qu'ils ne voient pas parce qu'ils n'imaginent pas qu'une telle époque, aussi moderne, puisse avoir autant de souffrance à côté. Il y a aussi cette lecture-là dans le film, et c'est hyper subtil. Et même du coup, je rebondis, cette absence de scénario véritable, parce que pour moi c'est le problème numéro 1 du film. Parce que le scénario c'est quoi? C'est je veux trouver le petit Jésus. Jésus, mon mari? Non, le petit Jésus. Puis après, je vais trouver Jésus tout court parce qu'il est plus petit. Et ben nous, en tant que spectateurs, on se dit que ça va bien 5 minutes parce qu'on sait qu'ils ne le trouveront jamais. Mais est-ce que ce n'est pas un message indirectement envoyé aux spectateurs pour dire que nous aussi, on a perdu la foi? Hé! Mais c'est nous. Mais ils se sont trompés. Je ne suis pas blanc. Je ne suis pas noir. Vous avez vu comment un scénario qui est inexistant peut avoir une espèce de double signification? Si on se lasse de les voir aller un peu au hasard... Mais le hasard n'existe pas. Alcméon de Crotone l'a amplement démontré. D'accord, pas au hasard. Mais déambuler en suivant des signes, au bout d'un moment, on se lasse parce qu'on se dit « mais vous n'arriverez nulle part ». Mais est-ce que ce constat est vrai? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'y croit pas? Plus subtil qu'on ne le croit, les rois mages. Le simple fait que je lève mon bras n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets et pas de place pour le hasard. Mais admettons, même si j'adore les voir ne pas connaître le principe des prostituées, de les voir considérer ceux qui font la queue au McDo comme des mendiants. Balthazar, joue avec moi. Non, mon estomac réclame quelques nourritures, Gaspard. Mêlons-nous à ces mendiants qui attendent. Nous trouverons de quoi nous restaurer. De les voir vouloir dormir dans des chiottes publiques, en pensant que c'est une demeure bien modeste. Bravo. Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit? Et où quelqu'un, le notaire des 3 frères au passage, leur dit « Vous avez qu'à aller au Ritz » et qu'ils prennent tout au pied de la lettre. Vous pouvez pas dormir ici, hein? Alors, dis-nous, le soleil se couche. Je sais pas, vous avez qu'à aller au Ritz, hein? Je te remercie. Comme Jacouille le ferait. Aller au Ritz, le Ritz, par là. Et ils y vont, voilà, ils savent pas que ça coûte une blinde et ils s'en foutent. L'argent, c'est pas un problème pour eux. Voilà l'endroit que l'on nous a indiqué.
Elle est modeste, certes, mais plaisant. Même si l'un n'est pas au courant qu'il va devenir complice d'un trafic de drogue malgré lui, même si Bernard, le mage que je préfère encore une fois, est ultra généreux avec Joe en lui donnant ses bijoux, même s'il y a une certaine concordance, même à la fin, avec les 3 objets offerts au bébé, qui sont 3 objets qu'ils acquièrent de notre temps à un moment précis du film, même s'il y a beaucoup plus de liants dans les scènes que je ne les avais vues la première fois. Par exemple, Didier retrouve Macha en allant à la rue du conservatoire, en se souvenant qu'elle était au conservatoire parce qu'elle était actrice. Je n'avais jamais fait attention à ce détail. Je me disais juste, c'est par magie qu'il l'a retrouvée. Même si je n'avais jamais réalisé comment Bernard était arrivé à Paris, en échangeant sa place avec une personne légère d'esprit, que je ne sais pas comment dire ça de façon politiquement correcte aujourd'hui, mais vous aurez compris. Et du coup, le personnage de Bernard est tellement en décalage, il ne fait pas tâche dans ce groupe. Même si Macha est sauvé d'un éventuel suicide dans le métro par le fait que Didier se soit suicidé quelques stations avant, sans qu'il ne meure bien sûr, ça n'est donc pas un gag gratuit. Ça arrête le métro. Ça n'est pas un gag gratuit. J'avais jamais percuté. Il se suicide en se demandant s'il est vraiment vivant ou pas. En faisant ça, il arrête le métro. Et au moment où Macha, j'avais complètement oublié, à chaque fois que je le vois, je l'oublie, veut se suicider à la fin du film, dans le métro, elle ne peut pas parce que le trafic est arrêté. En raison d'un incident survenu sur l'une de nos voies, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée. Sur ma mère, c'est pas moi. Donc cet acte comique a sauvé Macha et la présence des rois mages, même s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, est de sauver Macha. Et quand Macha trouve, on ne sait pas comment, ce bébé, par le hasard encore une fois, merde, et ben leur mission est terminée. Mais que faisait ce bébé ici? On n'en sait rien. Est-ce que c'est vraiment le petit Jésus? Ça m'étonnerait, mais est-ce que j'ai perdu la foi? Et ce qui me choque dans cette fin, c'est que Macha et Joe s'en vont avec le bébé comme un couple. Mais il n'y a quasiment rien dans le film qui te montre le moindre signe d'attendrissement, de tendresse entre les deux. Écoute, je peux te causer 2 secondes là? Attends, je sais que tu vas dire que ça me regarde pas, mais faut plus que tu touches à cette saloperie. Guillaume, c'est pas une fréquentation pour toi, tu vois. Alors ok, Joe, il est concerné parce qu'il veut pas que Macha se foute en l'air. Il se méfie de son dealer de drogue et il voudrait que Macha n'en prenne pas. Mais ça fait pas un couple pour autant. Faut pas mourir. Pourquoi? Vous l'avez déjà fait l'autre jour, non? Faut pas faire ci, faut pas dire ça. Vous voulez pas plutôt qu'on aille boire un verre, on pourrait causer tranquillement? Quand je disais que ces 2 personnages étaient bâclés et expédiés, c'est que quelque part ils sont l'objet central de la mission de nos 3 personnages, mais pourtant ils sont pas attachants du tout, et ils sont pas attachés non plus entre eux. Elle le connaît à peine. Donc même si les effets spéciaux sont plutôt convaincants, même si les voir apprendre à parler en verlan, à être amusés par tous ces décalages... On est poursuivi par les keufs. Pour une fois, vous êtes clair là. Je ne suis jamais mort de rire dans ce film, mais amusé constamment. Et c'est bien que Macha soit Marie, que Jo soit Joseph, mais ça n'apporte rien pour autant au film, ça n'apporte pas un intérêt supplémentaire que de le savoir ou de le deviner. Il reste des personnages qui ne sont pas attachants, en tout cas pour ma part. Et dès que les 3 mages se retrouvent chez Macha au milieu du film, et qu'on ne comprend toujours pas quel est leur but, à savoir que si Jésus est mort puis est ressuscité, il n'est donc plus un bébé, il faut donc chercher un adulte. Bonjour, vous êtes Macha? Ouais. Macha Linsky? Dites, c'est vous qui avez cherché Jésus? Mais au final, il trouve un bébé quand même, dans un chantier sous le métro. Certes, sous la place de l'Étoile, joli plan, mais bon. Et alors? Cette fin sort vraiment de nulle part, comme cette histoire de plateau télé et de producteur. Le film me perd systématiquement à partir de ce moment-là. Parce que j'ai besoin d'un début, d'un milieu et d'une fin, et de ne pas ressentir que la fin arrive, pouf, comme ça, presque au hasard. Mais le hasard n'existe pas. Dans L'Extraterrestre, ça en choque beaucoup quand je dis ça, mais j'ai un début, j'ai un milieu, j'ai une fin. On voit venir la rencontre entre l'extraterrestre perdu et la terrienne paumée dans sa vie, on devine que ça va virer à l'histoire d'amour, on devine qu'il y a un méchant Terminator qui les poursuit, qu'à la fin ils vont se retrouver, qu'il va y avoir un combat, on devine que du coup il va pas vouloir rentrer chez lui parce qu'il va s'attacher au terrien alors qu'il est méprisé au début, une espèce de mélange entre E.T. et Terminator 2, on a le sentiment de l'avoir déjà vu, mais c'est distrayant et j'ai été diverti. Ici, je ne sais jamais où on va, et même si ça peut être un point fort du film, parce qu'on peut deviner une seconde lecture ou une troisième lecture, au niveau du divertissement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je m'emmerde sur les rois mages. Je trouve ça inadmissible de se moquer ainsi de la foi des hommes. Mais aussi de notre Seigneur Jésus, car c'est le Christ lui-même qui est bafoué ici. Et je m'attache pas vraiment à grand monde, alors que dans L'Extraterrestre, je m'attache beaucoup au personnage de Yeb. Bonne idée le déguisement. Yeb intelligent. Beau les gants. Beau. Joué encore une fois par Bernard Campan,
qui à chaque fois est mon personnage préféré dans leur film. Ici, pour les Rois Mages, j'ai plein de choses, mais je n'ai pas de scénario. Et que ce soit voulu ou pas, j'en ai besoin pour me sentir concerné, alors qu'ici je ressens un prétexte fourre-tout pour recycler des sketchs, même si encore une fois ils sont très bien mis en valeur. Un prétexte pour faire un Visiteur 3 avant l'heure, niveau voyage dans le temps et décalage entre les personnages historiques et notre société de consommation. Le passage dans le McDo est une des situations dans lesquelles j'aurais voulu voir Jacouille une fois, ce qu'on n'aura jamais vu, et c'est la Roi Mage qui va nous le donner. La préférence des Rois Mages pour la marque Vizir, pour le linge. Oh, ne préfères-tu pas le nouveau Vizir et sa visirette? Oh oui, il pénètre au cœur même du linge. Mais Ouh, nous ne sommes pas chèques, nous sommes rois, il fallait les trouver. Donc franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'écriture des dialogues. Mais à quoi bon si tout n'est pas articulé autour d'une histoire captivante, d'un enjeu, d'un voyage? Alors certes, le voyage on l'a, mais guidé, non pas par des hasards, mais des aléas en tout cas, ou des signes. Mais encore une fois, au bout d'une demi-heure, j'en ai marre. Dans Brice 3, on a le même concept d'un Candide qui fait un voyage à l'arrache pour possiblement retrouver quelqu'un qui serait peut-être dans un endroit, et ces hasards sont amusants à suivre. Et dans Brice 3, c'est réussi, car il s'agit d'une histoire racontée par Brice, et il n'hésite pas à déformer sa propre histoire pour divertir des enfants. Et il y a une interaction directe en fonction des différentes versions qu'il raconte. Et surtout, à la fin, rien n'est vrai, parce que Brice nous a cassé en nous racontant que de la merde pendant 1h30. Donc ça va avec le personnage. Au niveau film interactif, avec le spectateur, Brice 3 fait beaucoup mieux que ses Rois Mages. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? À Osgore. Ah bah moi aussi, montez. Ouais, mais non, mais je vais trouver mieux. Hé, de l'autre côté de la doute, tu trouveras la place des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Je vous propose de continuer à parler du film ensemble et de toutes ces théories en commentaire. N'hésitez pas à y balancer les répliques que vous avez aimées dans le film. S'il n'y a pas de répliques qui vous viennent, vous avez juste à dire... la force du dragon! Et ce sera très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était mon avis sur les Rois Mages. Pour vous, j'imagine que le film est plus haut si vous devez hiérarchiser tous les films des inconnus qui n'en sont pas vraiment entre eux. En tout cas, quelle place il occupe? Est-ce que vous avez un classement particulier à faire? Est-ce que j'étais trop sévère selon vous avec ce film? En tout cas, lâchez-vous, on en parle ensemble. Et pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, malgré le faible nombre d'anecdotes que j'ai trouvées. J'espère que la vidéo était tout de même intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.